Bonjour à tous. Dans la santé et particulièrement en ergothérapie, le jeu a toute sa place. Dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens, j'interroge Muriel Launois pour en savoir plus sur les apports du jeu et la manière de l'utiliser en ergothérapie. Bonne écoute. Bonjour Muriel Launois. Bonjour Mathieu. Tu es ergothérapeute et psychothérapeute depuis plusieurs dizaines d'années, mais Oui, tu donnes aussi des cours et formes des professionnels de santé. Et dans ce cadre, tu animes entre autres un stage sur l'utilisation du jeu en ergothérapie. oui. Avant d'aborder le sujet de l'utilisation du jeu en ergothérapie, pourrais-tu rappeler ce qu'est l'ergothérapie? Alors l'ergothérapie, c'est un métier paramédical. Nous sommes en fait des rééducateurs et il faut savoir que notre activité de rééducation est essentiellement centrée sur les activités humaines. Mais alors, activités humaines au sens vraiment très, très large. C'est-à-dire qu'on peut balayer des domaines comme par exemple les loisirs, les activités de productivité, les activités de soins personnels, d'hygiène, les activités de repos. On peut vraiment proposer un travail en autonomie pour favoriser, le retour à l'autonomie des personnes handicapées dans tous les domaines que je viens de te citer. Moi, personnellement, je travaille plutôt en psychologie. Donc le travail sur l'autonomie, n'est pas tout à fait rejoint celui des somaticiens, des ergothérapeutes qui sont plus rééducateurs. Mais en plus, nous travaillons aussi sur le soin psychique et sur l'expression. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va se mettre à utiliser l'activité plutôt comme une médiation pour s'exprimer, comme par exemple, l'argile, le dessin, le collage. Donc grosso modo, on pourrait dire notre, profession, est centrée sur les occupations humaines, sur l'autonomie et en psychiatrie, on pourrait ajouter l'idée d'un travail sur soi et d'une expression. Et à quel moment as-tu commencé à utiliser le jeu dans ta pratique professionnelle? Alors dans ma pratique professionnelle, j'ai déjà, fait 2 ans un petit peu dans différents lieux et milieux, en neurologie, en rééducation fonctionnelle, traumato et cetera. Et là, le côté jeu n'était pas très, très développé et après 2 ans, je me suis donc, trouvée engagée en psychiatrie et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser le jeu. Est-ce que le jeu est une activité courante en ergothérapie? Oui, c'est une activité qui est très présente. Bon alors surtout quand on est avec les enfants, bien évidemment, y compris dans la rééducation, mes collègues vont utiliser des jeux pour rendre la rééducation un peu plus agréable. On utilise aussi beaucoup le jeu avec les personnes âgées, un peu aux 2 extrêmes, de la vie. Heu, les jeux commencent aussi maintenant, à être plus utilisés même en rééducation. On va utiliser notamment des jeux, ou des programmes de jeux sur des ordinateurs pour favoriser une rééducation, donc c'est utilisé aussi bien en rééducation qu'en psychologie. Et quels sont les objectifs attendus de l'utilisation d'un jeu en ergothérapie? Alors les objectifs attendus, ça va dépendre un petit peu de la forme de jeu. Grosso modo, on pourrait dire qu'il y a 3. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je peux décrire les choses, qu'il y a 3 formes de jeux. On va avoir des jeux qui vont être plutôt, cognitifs. Donc l'objectif là sera plutôt, rééducatif. On va essayer d'entraîner la mémoire, on va travailler sur l'amélioration des fonctions cérébrales cognitives, comme des jeux d'orientation spatiale ou des memory. Ça, ce sont souvent des jeux qu'on va faire en individuel, qui ressemblent un peu à de la rééducation, mais de façon un peu plus ludique. On a ensuite toute une catégorie de jeux, plutôt expressifs. Donc là, l'objectif, sera favoriser l'expression, mais d'une façon, sécurisée. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de développer des habiletés sociales, des capacités à s'affirmer, à prendre la parole dans un groupe, à voilà, à pouvoir avoir un sentiment d'intégration groupale. Heu et puis ils pourront éventuellement commencer à faire une introspection. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une, psychothérapie individuelle, d'introspection, et de réflexion sur sa vie profonde, on va plutôt être dans une pré-introspection. C'est-à-dire que les gens vont commencer un petit peu à parler d'eux de façon sécurisée. Et puis il y a un troisième type de jeu, donc qui vont être plutôt centrés sur l'autonomie et là l'objectif sera de mettre les gens en situation autour des activités de vie quotidienne. Donc on va avoir des jeux par exemple autour de la cuisine, autour de l'hygiène, autour des courses, pour permettre un peu d'apprendre des informations sur ce qui est nécessaire pour être autonome, pour pouvoir se débrouiller.
Souvent, ces jeux-là sont une sorte de bilan un peu déguisé, en ce qui concerne les activités de vie quotidienne. Est-ce que les patients sont volontaires? Est-ce que, ils, s'approprient le jeu et du coup le jeu a les effets attendus Mmh. ou pas? Oui, souvent sur un plan, personnel, les gens ont tendance à retrouver un sentiment de valeur personnelle, alors si ils y arrivent. C'est-à-dire que si on est sur des jeux cognitifs et compétitifs, ils vont retrouver un sentiment de valeur personnelle s'ils réussissent le jeu. Bon, si le sentiment de capacité, de réussite et de plaisir dépend, voilà, de la réussite sur des jeux cognitifs. Par contre, si on est sur des jeux plutôt d'expression, là, le sentiment de valeur personnelle est plus facile puisque la personne va parler d'elle. Heu, donc il y a pas de choses à réussir, de bonnes réponses ou de mauvaises réponses et là, le sentiment de valeur personnelle va pouvoir être plus facilement intégré. Et il y a aussi un sentiment de sécurité, de partage et de communauté qu'on va retrouver assez aisément et souvent les gens le disent, c'est-à-dire qu'en sortant d'une séance de jeu, ils ont le sentiment d'appartenir à un groupe, d'avoir fait quelque chose ensemble, d'avoir le sentiment d'avoir une espèce de narcissisme groupal comme ça qui leur permet d'avoir un sentiment de valeur personnelle qui revient après ça. Alors tu nous as dit qu'il y a un retour du patient, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de mesurer les effets, positifs du jeu dans ce cadre-là? Alors effectivement, mesurer les effets positifs, on commence par la satisfaction de la personne. Ça pour nous, c'est le plus important, satisfaction de la personne et du groupe. Mais, ce qu'on va voir aussi, s'il y a un effet positif alors dans les jeux, cognitifs, bah, on va avoir des récupérations de mémoire. Ils vont constater que dans leur vie quotidienne, ils vont avoir plus d'efficacité. Dans les jeux d'expression, bah, on va voir ça dans le service. Moi, je travaille beaucoup en hospitalisation. Donc on va voir si les gens ont une capacité à s'intégrer plus avec les autres. Donc ça, nos collègues infirmiers vont nous dire: «Ben, oui, ils viennent plus, ils vont proposer aux autres de jouer, ou ils vont proposer des sorties, ou ils vont plus s'intégrer dans le groupe au repas». Et puis dans les jeux autour de l'autonomie, bah, là aussi on peut voir des résultats, à savoir que, bah, la personne si on a fait un jeu autour de l'hygiène et du soin personnel et que la semaine qui suit, elle va prendre un peu plus soin d'elle ou que si on a fait un jeu autour de la cuisine et qu'elle rentre chez elle et qu'elle constate que c'est plus facile pour elle, de faire une recette ou de retrouver le goût de faire quelque chose, on aura directement un impact. On n'utilise pas forcément des bilans pour mesurer l'effet positif. C'est souvent sur les capacités à s'intégrer ou les capacités à s'autonomiser et surtout à se motiver. C'est-à-dire que dès qu'on passe sur quelque chose de ludique, avec les gens, on va se rendre compte qu'ils vont s'engager plus facilement après dans leurs activités de vie quotidienne avec plus de motivation parce qu'ils ont eu le sentiment de réussir quelque part et qu'ils vont pouvoir le transférer après dans leur vie quotidienne. Et que prépares-tu en amont d'une activité ludique? Alors, j'ai pas toujours moi j'ai une façon de travailler un petit peu particulière. Je dois surtout connaître les jeux. Je dois avoir une grande palette de jeux, les connaître, parce que je laisse le choix aux patients. Donc je peux pas vraiment dire que je prépare. On va préparer des jeux, créer des jeux, se renseigner sur certaines choses, mais une fois que les jeux sont là, heu, voilà, je vais laisser le choix. Donc en fait, c'est le groupe qui va décider de ce qui va se passer principalement. Et donc justement, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le patient a choisi un jeu? Comment se déroule l'activité? Mmh. Alors quand on est en individuel, le patient choisit son jeu. Alors par exemple, en ce moment, on a une petite personne âgée, petite dame âgée qui, a besoin de faire un travail autour de la mémoire. Donc on a commencé avec ma stagiaire avec un memory et puis un jeu de reconnaissance tactile et puis, bah, finalement, et un jeu de séquençage pour qu'elle puisse retrouver le séquençage de différentes actions et finalement elle préfère, le memory. Donc à chaque fois qu'on refait une séance, on va commencer par le memory, on va proposer nous ensuite un autre jeu, elle va le tester et petit à petit au fil des séances, elle va organiser sa séance, voir ce qu'elle a besoin de travailler, voir ce qu'elle préfère. On commence plutôt par ce qu'elle préfère, ensuite on fait une autre proposition et puis on termine souvent sur quelque chose qu'elle apprécie aussi. Donc ça c'est en individuel et en groupe, souvent ce que je fais, pour permettre une motivation, un engagement du groupe, je propose 3 jeux.
que j'explique, qui sont un petit peu distincts. Donc un qui va être plus cognitif, un qui va être plus compétitif, un qui va être plus dans l'expression. Et puis, le groupe a déjà le sentiment d'avoir une possibilité d'agir sur quelque chose, de pouvoir décider et donc ça va motiver plus de gens parce qu'ils ont envie de faire ce jeu-là puisqu'ils l'ont choisi. C'est une façon un peu déguisée de motiver les personnes et ensuite, bah, on utilise le jeu. Est-ce que ça arrive que tu te retrouves confronté à des patients qui refusent de jouer ou qui trouvent que le jeu n'a pas sa place dans une démarche de soins? Mmh. Alors en individuel, c'est très rare parce qu'en fait en individuel, on a quand même des jeux, heu, qui ont une dimension cognitive, donc les personnes perçoivent bien qu'il y a une rééducation. Quand on fait un memory, la personne, elle voit bien, elle sait plein de troubles de la mémoire. On fait un memory, elle voit bien le lien qu'il y a. Quand c'est un groupe de jeu, c'est un petit peu plus complexe et c'est vrai que justement on joue sur cette, dimension justement de c'est du jeu, c'est pas tout à fait de la thérapie, mais c'est de la thérapie quand même. Pour te donner un exemple, nous, on a 3 types d'activités thérapeutiques comme la relaxation, la musicothérapie, la créativité. Les gens viennent parce qu'ils ont une prescription médicale et on leur laisse le choix d'une activité thérapeutique. Et justement, le jeu, le groupe de jeu qu'on a baptisé quand même jeu thérapeutique, on a décidé de le laisser en autodétermination pour les patients de manière à ce qu'ils puissent, avoir la motivation de venir ou pas. Donc disons que si les gens viennent, c'est qu'ils ont déjà la motivation, de s'engager dans cette démarche-là. Mais très fréquemment, les gens viennent, j'ai beau appeler ça jeu thérapeutique, la dernière fois encore, il y a un patient qui s'est exclamé: «Ah bah, c'est super, moi je viens ici, au moins ça m'occupe». Donc grosso modo, le côté ludique et le côté jeu, même si, ça peut faire une pré-introspection sur certains jeux, qui restent, et notamment les jeux du commerce, les patients n'ont pas forcément le sentiment que c'est une thérapie. Par contre, sur d'autres jeux et notamment dans les jeux d'expression où là, hem, on va poser des questions, faire des associations d'idées, voilà, j'ai un jeu par exemple où on essaie de faire connaissance en passant par différentes étapes. Donc les patients peuvent décrire une chose, associer, s'identifier à des éléments, parler d'eux et là, c'est suivant aussi la qualité du groupe. Donc je vais avoir des groupes qui vont vraiment introspecter, se poser, parler d'eux et de façon très approfondie, de façon respectueuse et confidentielle, avec la porte fermée et voilà. Et puis je vais avoir d'autres groupes où alors là, mais je le sens très clairement dans leur choix, puisque je vais avoir des groupes qui vont choisir des jeux d'expression et d'introspection. Cette semaine, j'ai eu un groupe qui a choisi un jeu sur la colère que j'ai créé qui s'appelle Volcano. Très clairement, ces gens-là avaient envie d'introspecter et de creuser. À la séance suivante, ils ont choisi le jeu des pierres où on se pique les uns les autres des jolies pierres, en essayant de retenir leur nom. Très clairement, ceux-là, ils n'avaient pas envie d'introspecter. Donc en fait, dans la mesure où je leur laisse le choix entre plusieurs, jeux, où ils sont déjà là parce qu'ils ont envie de jouer et où je leur laisse le choix, c'est quand même assez rare que les gens, refusent. Bon, par contre, le fait qu'ils sentent que c'est de la thérapie, c'est parfois un petit peu, voilà, ça dépend de leur capacité aussi, à s'engager dans une thérapie. Les gens qui ont envie de rester à la surface, de ne pas trop parler d'eux, bah, ils vont voir que l'aspect ludique du jeu. On le sent aussi dans leur façon de s'exprimer. Il y a des gens qui vont me dire: «Bah, j'aime, j'aime pas», d'autres qui vont dire: «Ça me fait penser à» et d'autres: «Ah bah tiens, en ce moment je ressens ça et ah bah tiens, ça me fait réfléchir et je pense que je pourrais agir comme ça». Donc ceux qui sont pas du tout en capacité d'introspecter et de se poser des questions sur eux-mêmes, entendent les autres le faire. Donc ça a aussi cet intérêt-là parce que même si eux tentent de rester à la surface et de dire, bah, il y a un jeu par exemple qui demande aux gens d'imaginer s'ils étaient un animal, donc certains vont dire: «Bah oui, parce que cet animal-là a telle qualité, ça me ressemble et tiens, voilà, je pourrais développer», alors que d'autres vont dire: «Bah moi j'aime bien les chiens, j'aime bien les chats». On peut pas attendre le même niveau de travail, introspectif, de 2 personnes différentes comme ça. Je reviens sur le déroulement de la session de jeu. Est-ce que à la fin de la session, est-ce que tu prévois des retours à chaud ou alors un peu plus tard à froid avec, des participants sur ce qu'ils ont vécu pendant la session de jeu? Alors, les retours, à froid, non. À la limite, à la session de jeu suivante, je peux leur demander s'ils ont joué entre les sessions, s'ils se sont souvenus du jeu précédent, si le jeu leur avait plu. C'est souvent avec les autres thérapeutes, quand ils ont quelque chose à dire, qu'ils vont le dire. Ils vont parler au médecin ou à un infirmier ou pas.
Les retours à chaud, je ne les incite pas, mais souvent ils se font. Et là, c'est le jeu a plu ou il n'a pas plu. Mmh. Mais ça reste un petit peu global, on va dire ça. Disons que voilà, dans les jeux d'expression, de toute manière, l'expression se fait déjà pendant la séance et puis voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que fait l'ergothérapeute pendant la session de jeu? Est-ce qu'il est juste en observation ou est-ce qu'il prend part à l'activité? Alors ça, c'est une question qu'on se pose souvent, en tant qu'ergothérapeute, dans nos réunions et dans nos discussions parce que, en tant qu'animateur de groupe, il faut qu'on soit à la fois dedans et à la fois dehors. C'est-à-dire qu'il faut animer, donc il faut être à bonne distance et il faut pas trop s'impliquer personnellement parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour raconter notre vie. Mais par contre, si on ne participe pas, on va donner un sentiment de distance, d'observation qui risque de bloquer le jeu. Et si on participe, les patients vont pouvoir avoir le sentiment que nous aussi on appartient, à la communauté, qu'on va partager une expérience. Donc c'est tout l'art de participer sans parler de soi, trop directement ou trop de façon impliquée. Par contre, on peut se servir de souvent moi j'utilise des petites histoires. Une personne m'a dit que, ça peut être quelque chose que moi j'ai vécu, mais que je ne raconte pas directement, ou je peux parler directement de moi, mais dans des choses, bah, j'aime aller au cinéma, voir tel film qui reste un petit peu, plus à distance. Je vais pas parler de mes rapports personnels, dans le jeu avec les patients, alors que je peux leur demander à eux, hein, éventuellement. Alors, avec quel public utilises-tu le jeu en tant qu'ergothérapeute? Tu nous as parlé des enfants et on va dire des seniors Mmh. qui ça marche mieux. Est-ce que tu as remarqué que le jeu fonctionne mieux avec un certain type de public? Alors moi, comme je travaille essentiellement, principalement en psychiatrie, ça fonctionne avec tous les patients. Tous les patients adultes, qu'ils soient schizophrènes, dépressifs, anorexiques, qu'ils aient des troubles, des addictions ou voilà, ou des états, dépressifs. Les petites nuances, c'est que pour les patients dépressifs, on ne va pas pouvoir être sur des jeux, cognitifs ou stratégiques très exigeants parce que c'est compliqué pour eux et ils vont encore plus se sentir en échec, donc on va éviter. Pour les patients schizophrènes, si on part dans des jeux d'expression, trop métaphoriques ou symboliques, bah, ils vont pas, forcément, être à l'aise avec ça, donc ça risque de les mettre en échec. Donc effectivement, on essaye de trouver, des jeux adaptés en fonction des publics, mais grosso modo, c'est valable à peu près pour toutes les personnes. Il y a juste les personnes, on appelle ça les personnes qui ont des troubles bipolaires. Alors quand ils sont dans la phase basse, c'est-à-dire dans la mélancolie où là, il y a des angoisses de mort massives et où là, effectivement, le jeu paraît complètement, inadapté, déconnecté de la réalité. De la même Mm. façon, quand les gens schizophrènes sont en plein délire, le jeu ne leur pe c'est pas possible, on peut pas jouer avec eux, hein. Et quels sont les retours de tes patients par rapport à cette activité? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient? Oui, alors pour les jeux cognitifs, je reprends mes distinctions de 3 jeux. Généralement, c'est positif, le retour du patient s'il a réussi. Donc c'est Mm. là, je te parlais de la nécessaire adaptation, c'est à nous vraiment de trouver un jeu adapté pour la personne, pour qu'il ait un sentiment de réussite. Sinon c'est assez mal supporté. Pour les jeux d'expression, généralement, les retours des gens sont très positifs, à condition que l'animation soit respectueuse. C'est-à-dire qu'il faut savoir, proposer à la personne de parler, l'inciter, mais respecter son espace personnel. Donc on va être sur une question large, ouverte. Si la personne souhaite creuser et parler d'elle, OK, encore qu'on ne fait pas durer trop longtemps parce que c'est un jeu, hein, mais on ne va pas intruser la personne. Donc on travaille plus sur une notion d'un bon narcissisme groupal, donc on va pas intruser la personne avec trop de questions. Et pour les jeux d'autonomie, la plupart du temps, les retours des patients sont positifs parce qu'en fait, ça permet une éducation thérapeutique, dans le sens d'un apprentissage, d'une information, et dans le sens où ils vont développer leur stratégie personnelle. Donc on va chercher ensemble des informations, des stratégies personnelles et donc ils ont le sentiment de retrouver leur possibilité à eux d'être autonomes, de se débrouiller et de trouver la façon de se débrouiller.
De façon générale, le jeu donne un retour assez positif. Je pense que c'est pour ça qu'on est nombreux à l'utiliser, parce que c'est un outil qui est transversal, utilisable par plein de gens et qui est connu. Tout le monde a joué, donc ça rappelle l'enfance, donc c'est vrai que c'est agréable pour la plupart des gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des types de jeux que tu utilises? Est-ce que ce sont des jeux grand public ou des jeux qui ont été spécifiquement élaborés pour être pratiqués, dans le cadre de l'ergothérapie? Alors on utilise en fait les 2. Les jeux du commerce, comme les memory, on peut utiliser, voilà, très facilement des jeux du commerce, mais souvent il faut les adapter. Parce que le problème avec les jeux du commerce, c'est qu'on va être souvent sur des compétitions. La compétition, il y a voilà. Encore que maintenant les jeux de coopération commencent à arriver et c'est tant mieux parce qu'on commence à pouvoir les utiliser, mais souvent on est obligé de les adapter. Alors tu m'avais confié aussi que tu, co-créais parfois des jeux avec les patients. Mmh. Qu'est-ce qu'apporte cette activité en plus? Alors ça va vraiment donner aux personnes le sentiment de pouvoir agir. On parle de plus en plus, alors en anglais j'ai un accent épouvantable, ça s'appelle l'empowerment. En français, c'est l'autodétermination et on est vraiment sur cette idée de donner la possibilité aux gens de s'autodéterminer, de pouvoir leur donner un sentiment d'être citoyen, d'être comme les autres, d'avoir un sentiment d'utilité, de valeur. Et quand on a créé un jour un jeu, le jeu de la maison, avec des patients qui étaient hospitalisés en milieu fermé. Et à chaque fois que je parle de ce jeu-là à d'autres patients en disant: «Voilà, ce sont ces patients-là qui ont créé ça, j'en ai créé un autre en addictologie», et à chaque fois je précise bien: «Nous avons créé ce jeu-là avec des patients de tel et tel endroit, de telle et telle façon». Je raconte un peu l'histoire du jeu et quelque part la fierté, heu, du fait que ce jeu a été créé par des patients rebondit sur les patients qui sont là. Alors après, quand je co-crée un jeu avec des patients, ça nécessite que ce soit des patients hospitalisés longtemps. Mais de toute façon, systématiquement, même dans la préparation du jeu, dans la présentation du jeu, on va avoir par exemple des plateaux qu'il faut mettre en place ensemble. J'essaye de laisser le plus grand choix possible aux gens, donc ils vont mettre le plateau ensemble en place. On va décider par exemple dans Volcano, le jeu sur la colère, on est dans un volcan. Alors est-ce qu'on est des touristes qui veulent sortir vite du volcan avant qu'il pète ou est-ce qu'on est des volcanologues qui veulent aller voir à l'intérieur? Et il y a déjà une décision groupale dans quel sens on va utiliser le jeu. Dans tous les cas, c'est vraiment donner le sentiment aux gens qu'ils puissent il y a des règles qu'on a à respecter, OK, mais on peut co-créer et mettre en place des choses ensemble et pas être simplement, suiveur, ou obéissant. Est-ce que tu pourrais nous donner, justement des exemples de jeux, tu nous as parlé du jeu de la maison ou de Volcano, qui sont 2 jeux qui ont été créés spécifiquement, Mmh. pour les activités d'ergothérapie. Est-ce que, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, alors, je vais reprendre je suis un peu têtue, mais je reste sur ma catégorisation. Dans les jeux Oui. cognitifs, pour te donner quelques exemples, on va utiliser, des memories, on va utiliser le double, des jeux style blocus, triomino, triangle, des jeux sensoriels. Par contre pour les jeux d'expression, alors il y a un jeu qui a été entièrement créé par des ergots qui s'appelle Dixie Ludo. Ça a été créé par des collègues, qui est un jeu de conversation à base de questions-réponses. On utilise aussi Compatibility, donc c'est un jeu où tout le monde a les mêmes photos et on essaye de donner 3 ou 4 cartes qui illustre pour nous tel ou tel mot et celui-ci est particulièrement intéressant. Alors avec une règle adaptée pour les représentations sociales communes ou les représentations personnelles qu'on essaye de distinguer. Il y a aussi un jeu qui est extraordinaire, c'est Dixit. Alors pas dans sa classique utilisation, mais, plutôt sur, on va rêvasser à partir des cartes, raconter des histoires en groupe à partir des cartes, travailler sur des étapes à partir des cartes, se projeter dans certaines cartes parce que ce sont des cartes très symboliques. Très imaginaire. En expression, on va utiliser Karma, donc ça c'est un jeu qu'on a créé, où on passe par différentes étapes. On va être végétal, minéral, animal. Ce sont des jeux de coopération. On va utiliser Speech par exemple aussi, c le jeu qui se la raconte, où on peut raconter des petites histoires à partir d'images. Il y a un jeu qui est aussi assez extraordinaire qui s'appelle Trocon, du verbe troquer,
où là, il y a sujet, verbe, moral et où on va échanger des petits bouts de phrases pour essayer de créer une phrase qui nous inspire. Ce jeu-là est absolument génial parce que, toujours pareil, on oublie la compétition qui est dans le jeu un peu du commerce et on l'utilise simplement pour créer des phrases et jouer avec. Ça peut vraiment lancer des grands fous rires ou, de façon plus sérieuse, faire de l'écriture. Donc Volcano, effectivement, c'est un jeu où on va essayer de discuter autour des stratégies qu'on peut utiliser par rapport à la colère. Comment est-ce qu'on se met en colère? Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer une colère? On a créé aussi des jeux autour des émotions, nommer les émotions, à partir de photolangage ou d'images et de discussions sur les émotions. Et puis donc il y a aussi le squiggle. Alors ça, c'est un terme qui a été inventé par Winnicott, un psychiatre anglais. Donc il va dessiner, le patient va dessiner, il va redessiner et il y a un dialogue graphique comme ça qui se fait. Donc moi, je l'utilise en groupe. On va faire circuler des dessins, chacun va y mettre un peu quelque chose de façon non représentative et puis à la fin, on les affiche et on raconte, on imagine, on met des titres. Enfin, c'est très ça, les gens apprécient beaucoup. Et puis en ce qui concerne l'autonomie, il y a des jeux comme par exemple des jeux sur le droit des patients, que tu trouveras par exemple dans le site Psychom où il y a des choses très intéressantes. Le jeu de la maison, donc ça c'est un jeu qu'on a créé, on est dans les différentes pièces de la maison et puis il y a un ensemble de questions-réponses, sur qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans cette pièce-là de façon très concrète ou imaginaire ou sur des souvenirs. Ma collègue a créé un jeu qui s'appelle Autonomia où là on balaye toutes les compétences nécessaires pour être autonome dans un style de questions-réponses pour que les gens cherchent ensemble, les stratégies, les pistes et les réponses. Voilà un petit peu quelques exemples de jeux. Et alors, est-ce que, notamment les jeux qui ont été créés, est-ce que c'est possible de les retrouver quelque part pour les gens qui seraient intéressés de les utiliser? Alors moi j'ai un site qui s'appelle, ergopsy.com où j'ai, donc c'est un site qui me sert à l'enseignement, en ergothérapie et donc il y a les jeux qui sont décrits. Voilà. Dans la section, ça s'appelle, jouer, hein, il y a effectivement là, il y a les jeux cognitifs, les jeux d'expression, les jeux alors bon, tout n'est pas dedans bien évidemment, mais l'idée des jeux, elle se situe là. D'accord, OK. Quels conseils, justement, peux-tu donner aux personnes qui souhaitent utiliser le jeu en ergothérapie? Ah être joueur, être créatif, aimer jouer, il faut aussi connaître plein de jeux. Je pense que c'est vraiment une bonne base, d'avoir pas forcément d'avoir plein de jeux. Il y a des ludothèques, hein, qui prêtent des jeux. On peut aller faire des soirées jeux. Enfin, il y a des tas de possibilités en termes de jeux. Et puis surtout, ne pas vouloir gagner. Quand on est compétitif, on peut pas être thérapeute. Enfin, on peut être compétitif dans sa vie Personne. quotidienne à côté, mais quand on est avec des patients, faut pas vouloir gagner. Et puis, vraiment le truc, c'est être dedans et dehors. Ça, c'est vraiment un grand truc dans notre façon d'être thérapeute. Certains ergothérapeutes vont rester totalement en dehors et animés, d'autres vont être totalement dedans et perdre un petit peu, leur, distance. C'est vraiment entre les 2. Ni trop dedans, ni trop dehors, mais c'est les 2, quoi. Et du coup, il y a une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être plusieurs? Alors en co-animation, oui, 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 c'est une excellente question parce qu'effectivement, quand on est à 2. Ça peut permettre vraiment d'avoir un co-animateur, un des animateurs qui est sur règle, faire circuler la parole, vérifier que chacun peut parler, vérifier que quelqu'un coupe pas la parole à l'autre et cetera. Donc un peu le rôle, du régulateur, hein, de jeu, alors qu'un autre, l'autre co-animateur peut être un peu plus dedans. Et ce qui peut permettre à ce moment-là aux patients d'identifier un qui va être plus régulateur, un qui va être plus avec eux, et ça peut permettre de donner les 2 sentiments, d'être quelqu'un qui balise, qui donne les règles et qui est garant du jeu et du fait que ça va pas déborder ou être trop excitant ou décontenancer certaines personnes. Moi je me rappelle notamment dans le jeu Volcano, où il y avait tout un groupe une fois,
ou qui avaient des façons d'être relativement violentes et j'avais une petite grand-mère qui était un peu affolée de ce qui se passait là, bah, ce jour-là, j'étais bien contente de trouver un de mes co-animateurs, un infirmier, de façon à ce que l'un puisse rassurer la petite, mamie, être un peu plus proche d'elle, pendant que l'autre coachait ceux qui trouvaient, tout à fait normal de coller des claques à leurs gamins, quand ils étaient en colère, quoi. Donc effectivement, quand on est 2, et c'est pas toujours le cas malheureusement parce que financièrement, on va pas vers la co-animation, on va plutôt vers les mono-animations, pour pouvoir gagner du temps de thérapie. Et c'est assez intéressant d'être en co-animation. Donc nous arrivons tout doucement à la fin de cet entretien. Alors j'aimerais d'abord m'assurer que nous n'avons pas oublié un sujet que tu aurais aimé aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu aimerais ajouter? Heu, ben, on nous je continue toujours à créer avec mes stagiaires, avec, mes patients, avec mes collègues. On est en train de travailler des jeux sur les émotions. J'aimerais bien en travailler un aussi sur le rêve. On est en train de travailler aussi un jeu sur, qualité et défaut. D'ailleurs, il est quasiment abouti sur le sentiment de valeur. Donc pour moi, c'est vraiment, je pense que la création des jeux est pour moi la plus fondamentale. Bon, bah, du coup, j'ai encore une question. Mmh. Comment vous faites pour créer un jeu? Alors la plupart du temps, on est sur, de la création, tout à fait artisanale, hein. Les ergothérapeutes ont cet avantage d'être très bricoleurs, donc on va être le jeu de la maison, il est passé par plusieurs étapes, il y a un stagiaire qui avait fait une maison sur fond, on a essayé un plan, on a essayé différentes choses. J'ai une collègue qui le retravaille, on va peut-être essayer de le faire éditer. On va partir soit sur des trucs très artisanaux, soit reprendre un jeu qui existe, piquer les cartes d'un jeu, et voilà, et le réutiliser d'une autre manière. C'est vraiment au coup par coup, hein. Mais dans les jeux d'expression, on va plus souvent j'ai des collègues, assistantes sociales en addictologie qui avaient créé un jeu sur les loisirs. Donc elles m'ont donné l'autorisation de reprendre, quelques questions. Donc j'ai repris quelques questions et puis on a repris une autre méthodologie. On découpe les cases, d'Andulino et puis ensuite on les pose. Enfin, c'est vraiment, c'est quand même plutôt du bricolage artisanal. Et Mmh. c'est idem pour la création des pions. On va avoir soit des pierres sympathiques ou alors créer des pions en pâte fimo. On est plutôt sur le côté artisanal est intéressant pour les gens parce que c'est un peu il y a un côté qui reste un peu inachevé. On n'est pas sur des beaux jeux bien achevés. Bon, il y a bien sûr, il y a les jeux du commerce et ça, de temps en temps, les gens apprécient, mais le côté un peu artisanal plaît aussi beaucoup aux gens. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui redemandent s'ils peuvent le refaire. Il y en a un, où on terminait, sur le fait de devenir sage. Il y a une dame qui l'a refait pour ses enfants, en devenant super-héros. Enfin bon, il y a des adaptations comme ça. L'intérêt aussi, c'est que ça puisse faire boule de neige, donner aux gens envie de continuer, de créer par eux-mêmes et de voilà. D'accord, super intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a particulièrement plu et que tu aimerais nous recommander? Bah, moi, c'est Dixit. Dixit? Ouais, très cool. Dixit, bon, pas encore une fois, on peut l'utiliser en faisant donner un mot et les autres reconnaissent, ça peut être possible, mais voilà, c'est les autres utilisations de façon plus imaginaire, histoire à créer, voilà. J'utilise aussi avant mes séances de relaxation un peu en état d'hypnose, de rêverie pour méditer sur les cartes. Ce qui est très apprécié aussi, c'est Compatibility. Quand on travaille sur les représentations communes et les représentations personnelles et Trop con. Moi, avec ces 3 jeux-là, c'est bon, quoi. Dixit pour l'imaginaire, Compatibility pour les représentations, et Trop con pour jouer là et c'est bon. On peut tourner rien qu'avec ces 3-là, c'est les essentiels. Mmh. Super. Alors, connais-tu une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont Mmh. tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Bah, j'ai parlé du jeu, Dixit Ludo qui a été créé par des collègues ergothérapeutes. Je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt parce que il s'appelle Bruno Schmitt, un des 2 créateurs. L'autre c'est Marielle, mais son nom m'échappe. Et donc Bruno est vraiment, ils ont créé tous les 2 un jeu, de conversation et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu à plusieurs niveaux.
de dévoilement, plusieurs niveaux. On peut choisir les items avant. Alors là, du coup, il y a une grande préparation de jeu et là, autant moi je vais avoir un groupe de jeu et on change de jeu à chaque fois, autant on peut faire un groupe avec Dixie Ludo et faire évoluer un groupe de thérapie sur plusieurs séances. Donc c'est une autre façon de travailler et il n'y a pas besoin d'être ergothérapeute. C'est un jeu de conversation que peuvent utiliser, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs, des psychologues. Donc il y a un grand intérêt à ce jeu-là. Ok. Si on souhaite en savoir plus sur toi, ton travail ou l'utilisation du jeu en ergothérapie, où peut-on s'informer? Je t'ai cité tout à l'heure mon site, donc qui Ouais. s'appelle, ergopsy.com. Donc là, voilà, il est possible de retrouver la plupart des choses que je t'ai dites. Bon, c'est sûr que c'est un site qui est réservé à l'enseignement, donc il faut, si on n'est pas ergothérapeute, aller chercher la section des jeux, parce que sinon il y a plein de choses un peu dans tous les sens. Et puis, ben, il est possible aussi par l'intermédiaire de sites de me joindre et je peux, animer des jeux, animer des stages sur les jeux, c'est tout à fait possible. J'en anime, un à la NFE, donc celui-ci est décrit, tout à la fin du site. Mais, voilà, je peux aussi faire des animations sur site ou et cetera, voilà. Ok, bah merci beaucoup pour cet échange, Muriel Lenoir. Merci à toi Mathieu. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.